Bonjour Virginie. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir chez vous pour cette série de 3 entretiens que vous avez vraiment la gentillesse de nous accorder. Alors, 3 entretiens que les festivaliers, les internautes vont découvrir au compte-gouttes, si je puis dire, parce qu'on diffusera la première interview dans quelques jours en novembre. Interview où on va parler de vous, on va faire plus un peu connaissance. Une interview en décembre où là on va parler théâtre. Il y a beaucoup de choses à dire concernant votre carrière au théâtre. Et puis, interview troisième en janvier, le mois du festival, où on parlera, c'est logique, du festival. Ça vous va? Très bien. Très bien. Alors, commençons par le commencement, même le tout début, si je puis dire, puisqu'on va s'arrêter 2 petites minutes sur la petite Virginie Lemoine. Généralement, les petites filles veulent être vétérinaires ou institutrices, mais vous vouliez être danseuse classique. C'est pas banal quand même. Alors, pourquoi danseuse classique? Mais je crois que j'étais faite pour ça, j'avais un corps vraiment pour ça, et c'était une véritable passion pour la danse classique. Ouais. Je viens d'un milieu artistique et je pense que tous les enfants d'artistes qui vont nous écouter, nous entendre, pourront témoigner du fait que c'est pas du tout évident, Ouais. quand on a les parents artistes, de vouloir voilà, se diriger vers une voie comme celle-là. J'ai pas du tout été encouragée, mais du tout. Ah d'accord, mais c'était votre vocation première? Oui. D'accord, d'accord. Alors en fait, le vrai déclic, la révélation qui allait changer votre vie, si j'ai bien vu, c'est cette visite à la Comédie Française pour une représentation de La Puce à l'oreille avec Alain Fesneau. Vous étiez en compagnie de votre frère. Vous pouvez nous raconter cette anecdote? C'était une histoire extraordinaire que j'oublierai jamais. Mon frère aîné, professeur, enfin, pianiste et organiste, il donnait des cours d'orgue à Alain Fesneau, le petit-fils de Georges Fesneau. Et très gentiment, il nous avait invités à la Comédie Française et ensuite il devait venir dîner à la maison. Donc on l'a rejoint dans sa loge, après La Puce à l'oreille qui était extraordinaire, avec Jean Le Poulain, Robert Hirsch, c'était extraordinaire, extraordinaire. Et ensuite, on est allé dans sa loge et puis il nous a fait visiter les coulisses de la Comédie Française. Il y avait aussi Michel Duchossois sur scène. Ah ouais. Et il nous a montré les ascenseurs spéciaux pour les rampes crinoline qui étaient très larges. Il nous a expliqué le fonctionnement de la Comédie Française qui, Dieu sait, moi à l'époque, je ne sais pas si ça a changé maintenant, je ne sais pas, était drastique. Ouais. Et puis il est venu dîner à la maison, il a continué à nous décrire sa vie de comédien, et moi ça m'a fait un peu l'effet d'une flamme sur un bec de gaz, tout ça. Et le lendemain, au petit déjeuner, j'ai dit à mon frère aîné, j'aimerais bien faire du théâtre, il m'a dit, que je t'emmène avec moi. Ouais. Il prenait des cours d'orgue au Conservatoire de Rouen et il s'était inscrit en art dramatique sans nous le dire, juste pour acquérir une petite scène, une aisance sur la scène. Ouais. Et donc on est partis tous les deux et puis on s'est inscrit au Conservatoire de Rouen, au Conservatoire de Rouen et sur Chevrin. Ouais. Et puis on avait 2-3 semaines comme ça de stage avant le concours d'entrée, puis j'ai été prise, et mon frère aussi. Et donc voilà, ça a modifié complètement le cours de la vie. Oui, tout à fait. En fait, c'est grâce à votre frère, on peut dire? Oui, mon frère aîné m'a élevé, j'en ai beaucoup témoigné. Oui, tout à fait. Et oui, c'était un pédagogue extraordinaire et très très à l'écoute. Parce que lui aussi, il a souffert de ne pas pouvoir faire de piano quand il était petit. Oui, il s'est trouvé tout seul à professeur de piano à 10 ans. Donc il était alors en revanche très attentif aux desiderata de son petit frère et sa petite sœur. Il nous a beaucoup accompagnés. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a appris? Qu'est-ce que vous retenez de son enseignement, votre frère, qui a beaucoup compté? Ce principe, il m'a dit, préfigure-toi ce que doit être un rapport humain, et tu dis tiens. Voilà ce qu'il m'a dit, et ça m'est toujours resté. Voilà, on renvoie une certaine image aux gens. Il faut indiquer aux gens la façon dont on a envie qu'on se comporte avec nous, quoi. Donc voilà, il m'a élevé dans la plus grande fantaisie, aussi dans la rigueur. Il m'a fait lire. Il m'a dit, si tu vis, tu auras la vie saute. Et je me suis mis à lire énormément grâce à lui. C'était vraiment un pédagogue formidable. Pour mes 17 ans, il a cassé sa tirelire, il avait donné des cours de piano, il m'a emmené voir Porgy and Bess, et il m'a emmené dîner dans une brasserie parisienne. D'accord. C'est extraordinaire. Et vous aviez quel âge? 17 ans. D'accord, ok. Alors, après le conservatoire, j'ai vu qu'il y avait les Ginettes. Vous avez produit ce spectacle avec la chanteuse lyrique Vera Sirkovic. Donc déjà, le rapport à la musique est très présent dans votre carrière. On en reparlera en décembre. Donc c'était en 82. Alors moi, la question que je me pose, c'est comment ce projet a-t-il pu être monté alors que vous n'aviez que 21 ans? Ah oui, alors là, c'était en fait, à l'époque, c'était très 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 joyeux à Paris. C'était un peu l'équivalent de la Gay Pride, quoi. C'était des fêtes gays. D'accord. Voilà, moi j'ai beaucoup de copains
homo, mes frères sont homosexuels, donc c'était très 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 joyeux, quoi. Il y avait des grandes fêtes. Il y avait les pédalos à l'époque, c'est donc le pédalo, il y avait un chanteur qui s'appelait Lala, je sais pas ce qu'il est devenu. C'était très très joyeux. Et j'avais un copain qui était en charge de l'organisation de la soirée, et puis il m'a dit ce serait bien qu'on monte un groupe, les Ginettes, alors t'écris les paroles, ton frère écrit la musique, et puis on chante, puis comme moi je chante comme une poutre, on va faire ça à Vera, qui était ma meilleure amie, et voilà, on a formé les Ginettes. Ah ouais, d'accord, c'est quasiment improvisé, quoi. Oui, oui, enfin on a un petit peu travaillé quand même, mais du coup mon premier passage sur scène, c'était en première partie de Juliette Gréco, ah, d'accord. qui très gentiment avait accepté d'être la vedette de la soirée qui avait donné son spectacle. C'était important pour nous qu'il y ait des gens comme Juliette Gréco. Enfin, il y a eu Marie-Paul Bell, il y a eu Nancy Holloway, il y a eu des chanteuses magnifiques qui chaque année chantaient pour ces fêtes-là. Ah, c'est marrant. Ouais, c'était avant SIDA et c'était très très joyeux. Alors effectivement, on est au début des années 80. À l'époque, vous peaufiniez vos sketchs au piano zinc. C'est un cabaret, bar cabaret homosexuel, c'est ça? Oui, alors c'était il y avait un guide touristique qui disait c'est le barguet, on peut le dire avec sa grand-mère. Ah oui, d'accord. C'est gentil, quoi. Oui, c'était très sympathique. Tout le monde était bienvenu, hétéro, ça se... Oui, d'accord. C'était un endroit de liberté absolue, mais c'était pas ce qui spécifiait pas ce qui spécifiait l'endroit, c'est la chanson, c'était pas la sexualité des consommateurs. Il y avait 3 petits bars minuscules les uns en dessous des autres, et puis moi j'étais au bar où tout le monde chantait, j'animais, je faisais des sketchs, enfin c'était très très joyeux. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, il y avait Kakou qui a commencé là, il y avait France Léa qui venait faire des sketchs, il y avait Denis d'Arcangelo qui fait des spectacles de Madame Raymond qui sont merveilleux aussi. Beaucoup Alexandre Bonstein que j'ai connu là qui joue Adieu Monsieur Hoffman au théâtre, qui joue Monsieur Hoffman. Enfin, voilà, c'était formidable. Ah d'accord. Et donc là vous étiez en one woman show, là vous faisiez des sketchs, vous écriviez pour vous? Oui, enfin je faisais des sketchs parce que chanter c'était problématique quand même. D'accord, ah oui, Je faisais des sketchs et puis je tenais le bar surtout. Voilà. Ah d'accord, ok. Alors après, donc on continue, hein, on déroule. Après, il y a eu la fameuse audition Blanc-Manteau. C'est bizarre cette histoire, la directrice de casting n'est pas venue. C'est quoi cette histoire? Oui, parce qu'on me disait toujours si tu veux démarrer, si tu veux faire quelque chose, il faut avoir un agent, il faut avoir un agent, il faut avoir un agent. Non, je n'avais pas d'agent. Donc pour avoir un agent, il fallait passer sur scène. Et j'avais décroché une audition, c'est prestigieux, à 14h30 un mardi au Théâtre des Blancs-Manteaux. Mais je me dis, c'est quand même un passage sur scène. Et j'ai appelé les agents en disant, mais je vais me produire en audition. Enfin, le truc tellement improbable. Je me disais vraiment, on me disait, bien sûr, on raccrochait au nez. Et un jour, je tombe sur une femme qui semble être accrochée, qui me demande de me décrire, etc. Donc je me décris, je ne sais pas trop où elle voulait en venir. Elle me dit, mais je serai là trop contente. Et puis, donc je fais ce spectacle à 14h30 au Blanc-Manteau et mon copain Jean-Luc Duménil qui avait fait les Ginettes avec nous, qui faisait de la mise en scène, me dit oh là là, je suis désolée, elle n'est pas venue. Ah bon? Et puis je le faisais vraiment pour elle, quoi. Et le directeur des Blanc-Manteau me dit mais je le prends, le spectacle. Et ça a complètement changé ma vie. J'ai appris après que cette dame était casting de film érotique, donc c'est pour ça qu'elle était à peu près intéressée, elle a dû voir ma photo quelque part, elle se dit pas du tout. Et là, j'ai tellement galéré que quand j'ai été prise au Blanc-Manteau, j'ai connu physiquement, j'ai senti physiquement que la galère était terminée. Et j'ai vécu 3 jours de bonheur intense, à tel point que j'ai eu une rage dedans, en même temps que ce bonheur intense. Voilà. C'est une réaction physique? Oui, pareil. Donc voilà. Donc là, vous aviez quoi, 25 ans, 24, 25 ans? C'était en 26. 26 ans, d'accord. Alors après, donc vous avez joué les Blancs-Manteaux, le spectacle 100% polyamide. Donc là, vous venez de le dire, tout s'est enchaîné. Vous avez fait la rencontre peut-être la plus importante de votre vie professionnelle. Enfin, c'est celle qui vous a vraiment lancé, vous le dites, Claude Villers, avec donc le Vrai Faux Journal, France Inter. Vous pouvez nous parler de Claude Villers? C'est un homme merveilleux, Claude Villers. Et c'était pour moi un mythe. Je me souviens de ces émissions de voyage à l'époque. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Donc il voyageait, il appelait d'où il pouvait et il décrivait ses voyages. C'était extraordinaire. Je me souviens d'une émission où il avait trouvé une cabine téléphonique quasiment en plein désert. C'était formidable. Et oui, il avait fait le Vrai Faux Journal de France Inter. Et moi je l'écoutais, je trouvais ça génial. Donc je me suis dit, j'essaye, je lui ai envoyé une lettre. J'avais un petit dossier de presse quand même avec mon spectacle au Blanc-Manteau. Et il cherchait une fille, puisqu'à l'époque Isabelle Motro allait prendre un congé maternité. Il fallait une fille pour la remplacer quelques mois. Et ma lettre est arrivée sur le dessus. Et ça, c'est le moment où il y a de la chance.
providence. Et il a ouvert ma lettre et il m'a appelé tout de suite. Je peux vous dire que quand j'étais... cette lettre, en fait, je l'avais postée en pyjama. J'étais en pyjama chez moi, je me suis dit, je vais écrire cette lettre, et je suis allée en pyjama à la poste avec un imperméable. Et quand il m'a appelé, je sais pas, c'est comme si Madonna vous appelait, quoi. C'était hallucinant. Alors, après les blancs manteaux, il y a eu le point virgule et le syndrome de Madame Chiasson, Bruno Ducourant. Alors, cette Madame Chiasson, comment est-elle née? Le texte a été écrit pour vous ou pas? C'est moi qui l'avais écrit. D'accord. J'ai cru que c'était Bruno Coulon, non? Bruno, alors, je sais pas d'où... Bruno Ducourant, non? D'accord. Non, je ne le connais pas. C'est bizarre, d'accord. Non, c'est moi qui avais écrit. Donc, c'est vous qui avez écrit le texte, d'accord. Avec mise en scène d'Alain Sachs, au point virgule. Voilà, ça a duré 1 an. Entre-temps, j'étais... rentrée aussi grâce à Laurent Ruquier dans l'équipe de Jacques Martin. Oui. Donc voilà, j'enchaînais tout ça, c'était très joyeux. Et alors cette Madame Chiasson, est-ce que vous n'avez pas eu envie de la faire revenir comme l'a fait Francis Weber avec son François Pignon? Non, vous n'avez pas été tenté? Non, pas du tout. Alors moi, j'ai vraiment toute cette période-là, tout ce que j'ai fait à cette époque-là, que j'étais très joyeux, mais ne me tente plus du tout. Je suis vraiment passée à autre chose. D'accord. Alors justement, vous venez de l'évoquer, votre période télévision, radio, Jacques Martin, Un petit fonfonfon, Fabrice, Rien à cirer, Laurent Ruquier, On va se gêner, on a Stéphane Bern, Les Fous du Roi, Les Robins des Bois aussi, et puis Michel Drucker avec évidemment Laurent Gérard et vos fameuses actualités. Qu'est-ce que vous retenez de cette période qui est finalement la plus médiatique de votre carrière? Oui, c'est une bonne période ou pas? Oui, c'était une période assez dense parce qu'on travaillait tout le temps. Et en fait, c'est des souvenirs d'un long tunnel. Je vivais très très mal le fait d'être surmédiatisée, je ne comprends pas. J'ai trouvé une phrase de Zweig qui dit qu'il n'associe pas le surcroît de bonheur à un surcroît de publicité. Je ne comprenais pas, ça m'était très très mal à l'aise. Ah d'accord. Je gagnais ma vie d'une façon... Je ne comprenais pas pourquoi je gagnais autant d'argent, ça me paraissait pas... Il y a quelque chose qui rentrait pas dans le cas, ça m'était très mal à l'aise. Pas mérité? Non, ça me mettait mal à l'aise. J'ai une autre amie qui était dans le même cas que moi, parce que j'ai plusieurs amis comme ça qui ont renoncé à des séries à la télévision, des carrières très médiatiques, parce qu'ils ont ressenti ça aussi. J'avais pas besoin de tout ça, j'avais pas besoin de tous ces gens, ça me mettait mal à l'aise. J'étais mal de sortir dans la rue, je ne comprenais pas ce phénomène et de ne pas pouvoir, d'être arrêtée constamment, je le vivais très très mal. Voilà, je le vis, je ne suis pas du tout à ma place. Est-ce que c'est trop grand pour moi? C'est ce que vous appelez le syndrome de la supercherie? C'est ça ou pas? Non, c'était autre chose. C'était que je ne... Non. C'est quoi le syndrome de la supercherie? C'est pas que je ne méritais pas cette place, c'est que cette place n'était pas la mienne. Voilà, je n'étais pas à ma place. Et mes frères le sentaient et ils sont venus voir un soir au Casino de Paris avec Laurent, et Dieu sait qu'ils aimaient beaucoup Laurent. Mais ils m'ont dit après qu'il fallait que j'arrête, et ils le sentaient, j'étais pas bien, j'étais pas à ma place, je ne faisais pas exactement ce que j'avais envie de faire. Dieu sait que les gens étaient adorables, Laurent, Michel Drucker, Jacques Martin, ce sont des gens que j'ai connus et avec qui j'ai tissé des vrais liens d'amitié, et formidables, et qui sont avec moi des gens extrêmement gentils, courtois, respectueux. J'ai pas eu du tout de problème du tout. Mais cet espace-là n'était pas le mien. D'accord. Je pense que maintenant j'ai trouvé mon espace. Ça, on en reparlera au mois de décembre. Alors, arrive, et c'est vous qui dites, c'est vos propres termes, la bénédiction Marion Ferrière. Je ne peux pas ne pas vous en parler, évidemment, famille d'accueil, qui a pratiquement 15 ans de Marion Ferrière. Alors, imaginons que Marion Ferrière existe et qu'elle nous écoute, la Marion Ferrière. Quel message auriez-vous envie de lui adresser à Marion? Je lui dirais qu'elle est tout à fait charmante, mais dans la réalité, je pense que... Au départ, je pense que la série avait vraiment à cœur de s'ancrer dans la réalité, qui était parfois noire et sombre. Et puis petit à petit, je sais, les scénaristes ont allégé un peu. Voilà, mais c'était très plaisant à faire. J'ai fait des rencontres formidables, des rencontres, des gens qui sont absolument restés dans ma vie, comme Lucie Barret qui joue ma fille, ou Samantha Régnier qui joue ma belle-fille. Enfin, voilà, il y a eu une amitié très forte avec Ginette Garcin, son décès a été un drame pour nous tous. Voilà, et puis avec Ginette, on s'est battu pour un sans-papier aussi pendant le tournage. C'est surtout Ginette, parce que moi j'ai aucune relation. Mais Ginette s'est battue pendant 1 an et demi, elle a obtenu qu'il ait ses papiers, et c'était un jeune Albanais. Qui a été torturé dans son pays, et il avait la possibilité de travailler, il avait un CDI, il avait une fiancée, et puis Ginette s'est battue pendant 1 an et demi, elle a obtenu ses papiers, et donc il venait chaque tournage à la cantine déjeuner avec elle, il lui apportait des fleurs, elle nous avait offert le
drapeau de l'Albanie, puis il s'est marié, puis il travaille, puis il a eu des enfants. Donc voilà. Oh, c'est une belle moins, histoire. famille d'accueil aura sauvé une vie. D'accord. Grâce à Ginette surtout. Et c'est vrai que le dernier épisode de la série, c'était le... C'était le dernier. Le dernier. La dernière scène, c'était la dernière. C'est ça, c'est dur, ça, non? C'était surtout très émouvant. Ah oui. Ouais. Moi, je savais que de toute façon, la série s'arrêterait. Ouais. Vous avez prévenu quand même? Ça s'est bien fait? Oui, tout à fait, oui. Moi, je comprenais ça très bien. Oui. C'est normal aussi, évidemment. Ouais. Parce que vous êtes parti, ça marchait bien encore. Oui, tout à fait. C'est parce que la chaîne a dit, autant partir un peu la tête haute que d'attendre que vraiment... Oui, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait entendable. En plus, 15 ans, quand même. Ouais, c'est un morceau quand même. Hein. Donc ça a été compliqué le... Non, pas du tout, parce qu'en fait j'ai arrêté le vendredi, c'était un 11 septembre, ça ne s'invente pas, 2015, et le 13 septembre je partais en tournée. J'ai toujours su que la série s'arrêterait, j'ai toujours profité de la série pour mettre en place beaucoup de choses, donc j'ai sauté d'un espace dans un autre. Et la vie a continué. J'ai pas eu du tout d'arrêt, rien du tout. D'accord, super. Alors, vous avez dit dans le journal inattendu de Bernard Porrette sur RTL, pour vous présenter, vous dites « Je suis une très jeune vieille dame ». Et quand on vous demande vos projets, vous dites « Mais moi d'abord, mon prochain projet, c'est d'arrêter de vieillir ». C'est drôle, au-delà de la boutade, c'est vous travaillez le temps qui passe? Non, c'était vraiment histoire de faire Oui, non, ça ne travaille pas du tout, je pense beaucoup, hein, bien sûr. J'essaye de vieillir au mieux, voilà. Mais non, ça. Et vous fêtez encore vos anniversaires? Oui, au contraire, mais chaque année gagnée, je ne comprends pas pourquoi comment on peut s'en obscurcir. Non, je trouve que c'est très joyeux. Enfin, je veux dire, si on m'annonce dans 3 mois que vous n'êtes plus là, c'est épouvantable. Oui, donc autant fêter chaque année gagnée sur Terre. Déjà, on a de la chance d'être quand même de vivre dans un pays en paix. Et non seulement moi je vis du bon côté de la barrière, mais je vis du bon côté de la barrière. Donc vive la vie, merci la vie à genoux, quoi. Vous êtes quand même très positif, très enthousiaste. Hein, je suis très lucide surtout. Très lucide. Alors, donc cette interview va toucher à sa fin, hein, ça nous permet quand même de mieux vous connaître. Je voudrais quand même aborder Virginie Lemoine militante. On sait que, alors on ne parle pas de politique, on parle vraiment de ce que vous êtes en fait, Virginie. Vous êtes marraine du secours populaire, vous êtes engagée contre le gâchis alimentaire, et puis on sait que vous avez été très au devant de la scène pour, sans réserve, hein, pour le mariage pour tous. Pouvez-nous parler de vos trois combats? C'est important pour vous de vous engager? C'est important, mais c'est surtout que, en fait, il y a des côtés absurdes. Je suis marraine aussi d'une commission pour l'accueil des réfugiés avec Lambert Wilson. Ah d'accord. Voilà, et je me dis quand on arrive, on est toujours loué, applaudi, etc. Mais en fait, je ne fais pas grand-chose. Hein. Je participe à des journées, c'est les bénévoles. Moi, je suis à plat ventre, en admiration pour les bénévoles. Le secours populaire déploie une énergie folle et farouche. C'est formidable parce que le secours populaire, c'est toujours joyeux, et à chaque fois que je participe à une journée, quelle qu'elle soit, parce qu'on fait beaucoup de choses, c'est toujours très joyeux. Moi, je suis en admiration devant l'énergie qui est mise en place. De même pour l'accueil des réfugiés, c'est extraordinaire. Et puis voilà, et le gâchis alimentaire, oui, ça, bien sûr, ça me fait mal au cœur. J'essaye à mon échelle de faire très attention. Voilà, dans la mesure où j'y arrive, mais je pense qu'on peut tous... pas grand-chose de faire un tout petit effort, de faire attention à trier correctement ses poubelles, voilà, de faire attention quand on jette sa poubelle, de ne pas avoir un carton vide qui prend toute la poubelle, mais d'avoir la gentillesse de le plier, par exemple. Voilà, d'aller jeter le verre de la poubelle en verre, et de même le textile que l'on ne met plus, mais qu'on ne peut pas transmettre à une association, style des chaussettes ou un vieux peignoir, de le mettre dans le réceptacle à textile, parce que c'est toujours transformé en quelque chose. Voilà. Et puis, oui, mon combat, en fait, j'ai plus témoigné que je n'ai débattu. J'ai jamais débattu, mais je trouve que c'est absolument nécessaire qu'on se pose la question, et nécessaire d'écouter les réponses. Et il me semble que les gens comme moi, qui sont maintenant adultes et qui ont été élevés par une autre structure qu'une structure classique père et mère, ne sont pas du tout des gens déséquilibrés, et qu'il me semble important d'en témoigner, et puis voilà, je me dis que les gens qui se lèvent contre le mariage pour tous le font, je pense, par méconnaissance, par peur, vraiment.
J'ai un excellent ami qui s'appelle Stéphane Corbin, qui a fait un collectif qui s'appelle Les Funambules pour lutter contre l'homophobie. Et il y a des musique de 31. Oui, absolument. Et il y a des... Alors vraiment, je les salue vraiment avec respect. Il y a des gens qui étaient absolument opposés au mariage pour tous, qui sont venus voir. Et ça déjà, je trouve ça merveilleux de se dire, bon... Ils sont pas sectaires. Voilà, mais c'est déjà une démarche formidable. Et en sortant, c'est pour ça qu'on en a eu un, ils sont allés voir Stéphane, et ils ont dit à Stéphane, voilà, maintenant on a eu un vrai éclairage, et maintenant, voilà, mais maintenant on peut tout à fait recevoir l'annonce de l'homosexualité de quiconque, même de nos enfants. Et c'est formidable. Donc je me dis, voilà, c'est une peur, c'est une grande peur. Donc parlons-nous et rencontrons-nous, et puis parlons avec respect. Je veux dire, chacun doit de toute façon respecter, même si moi je suis vraiment impliquée vraiment de tout mon être, des cheveux, de mes racines, de mes cheveux, qu'au bout de mes pieds, je suis impliquée dans ce combat. Je trouve qu'il s'engage aussi avec respect, de même que les positions inverses doivent aussi nous recevoir avec respect. Je trouve que si on arrive à s'écouter, comme j'ai rencontré, comment s'appelle-t-il, ça y est, j'ai un trou de mémoire, Hervé, qui était un député qui était tout à fait opposé au mariage pour tous. Hervé, vous me posez une colle. Voilà, qui est très connu. Mariton. Hervé Mariton, voilà. Alors, je l'ai rencontré, on a échangé, on a déjeuné ensemble, on a été mis en relation, en présence, on n'avait pas choisi ni l'un ni l'autre de se rencontrer. Mais en revanche, on a pu avoir un échange tout à fait courtois, tout à fait respectueux, et on se disait l'un et l'autre, voilà, c'est tout à fait possible, et il a été très, très touché, très ému de mon témoignage. Donc voilà, on peut avancer en s'éclairant les uns les autres. Voilà, c'est complexe de modifier une loi, mais on ne peut pas prendre appui sur la loi existante pour modifier la loi, sinon les femmes ne voteraient pas. On est bien obligé d'écouter les témoignages de l'humanité pour modifier la loi, ce qui a été fait. La tolérance, en fait. Oui, c'est ça, la tolérance et la réflexion, c'est-à-dire que le sens aussi, le sens des choses. Aujourd'hui, ça paraît, et heureusement, mais complètement absurde de décréter qu'une culture est fondamentale par rapport à une autre. On sait bien que les cultures qui se rencontrent sont des cultures qui s'enrichissent. Et voilà, c'est juste cette conscience-là qui va faire avancer les choses, et des attitudes différentes, des façons de recevoir la vie différentes font forcément avancer les choses. Très bien. Voilà. Virginie, merci beaucoup pour ce premier entretien. Ben ouais, c'est génial. On se retrouve dans un mois. Absolument. Merci. À bientôt. Au revoir.